Bonsoir, 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 c'est Opal, 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 ASMR. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve ce soir pour la suite de la lecture de La machine à explorer le temps. Donc comme d'habitude, je vais lire 2 chapitres. J'espère que cette histoire vous plaît toujours autant. Moi j'adore. Ah oui, petite précision avant de commencer. Je suis tombée malade. C'est pas un très bon mois pour moi. Bref, ça va très bien, c'est juste que je parle un peu du nez, donc j'espère que ça ne dérangera pas trop à l'écoute et je suis désolée d'avance. C'est parti. Chapitre 5. Dans l'âge d'or. En un instant, nous étions face à face, cet être fragile et moi. Il s'avança sans hésiter et se mit à me rire au nez. L'absence de tout signe de crainte dans sa contenance me frappa tout à coup. Puis, il se tourna vers les 2 autres qui le suivaient et leur parla dans une langue étrange, harmonieuse et très douce. D'autres encore arrivèrent et j'eus bientôt autour de moi un groupe d'environ 8 ou 10 de ces êtres exquis. L'un d'eux m'adressa la parole. Il me vint à l'esprit assez bizarrement que ma voix était trop rude et trop profonde pour eux. Aussi je hochai la tête et lui montrant mes oreilles, je la hochai de nouveau. Il fit un pas en avant, hésita et puis toucha ma main. Je sentis alors d'autres petits et tendres tentacules sur mon dos et mes épaules. Il voulait se rendre compte si j'étais bien réel. Il n'y avait rien d'alarmant à tout cela. De fait, il y avait dans les manières de ces jolis petits êtres quelque chose qui inspirait la confiance. Une gracieuse gentillesse, une certaine aisance puérile. Et d'ailleurs, il paraissait si frêle que je me figurais pouvoir renverser le groupe entier comme un jeu de quilles. Mais je fis un brusque mouvement pour les prévenir lorsque je vis leurs petites mains roses tâter la machine. Heureusement, et alors qu'il n'était pas trop tard, j'aperçus un danger auquel jusqu'alors je n'avais pas pensé. J'atteignis les barres de la machine, je dévissai les petits leviers qui l'auraient mis en mouvement, et je les mis dans ma poche. Puis je cherchai à nouveau ce qu'il y aurait à faire pour communiquer avec mes hôtes. Alors, examinant de plus près leurs traits, j'aperçus de nouvelles particularités dans leur genre de joliesse de porcelaine de Saxe. Leur chevelure, qui était uniformément bouclée, se terminait brusquement sur les joues et le cou. Il n'y avait pas le moindre indice de système pileux sur la figure, et leurs oreilles étaient singulièrement menues. Leur bouche était petite, avec des lèvres d'un rouge vif, mais plutôt minces, et leur petit menton finissait en pointe. Ses yeux étaient larges et doux, et ceci peut sembler égoïste de ma part. Je me figurais même alors qu'il leur manquait une partie de l'attrait que je leur avais supposé tout d'abord. Comme ils ne faisaient aucun effort pour communiquer avec moi, mais simplement m'entourer, souriant et conversant entre eux avec des intonations douces et caressantes, j'essayais d'entamer la conversation. Je leur indiquais du doigt la machine, puis moi-même, ensuite, me demandant un instant comment j'exprimerais l'idée de temps. Je montrai du doigt le soleil. Aussitôt un gracieux et joli petit
petit être vêtu d'une étoffe bigarrée de pourpre et de blanc suivit mon geste et, à mon grand étonnement, imita le bruit du tonnerre. Un instant, je fus stupéfait encore que la signification de son geste me parut suffisamment claire. Une question s'était posée subitement en moi. Est-ce que ces êtres étaient fous? Vous pouvez difficilement vous figurer comment cette idée me vint. Vous savez que j'ai toujours cru que les gens qui vivront en l'année 800 000 et quelques nous auraient surpassés d'une façon incroyable en sciences, en arts et toute autre chose. Et voilà que l'un d'eux me posait tout à coup une question qui le plaçait au niveau intellectuel d'un enfant de 5 ans. L'un d'eux qui me demandait en fait si j'étais venu du soleil avec l'orage. Cela gâta l'opinion que je ne m'étais faite d'eux d'après leurs vêtements, leurs membres frêles et légers et leurs traits fragiles. Je fus fortement déçu. Pendant un moment, je crus que j'avais inutilement inventé la machine du temps. J'inclinai la tête, indiquai de nouveau le soleil et parvins à imiter si parfaitement un coup de tonnerre qu'ils en tressaillirent. Ils reculèrent tous de quelques pas et s'inclinèrent. Alors l'un d'eux s'avança en riant vers moi, portant une guirlande de fleurs magnifiques et entièrement nouvelle pour moi, et il me la passa autour du cou. Son geste fut accueilli par un mélodieux applaudissement, et bientôt ils se mirent tous à courir, de ci, de là, en cueillant des fleurs et en me les jetant avec des rires, jusqu'à ce que je fusse littéralement étouffé sous le flot. Vous qui n'avez jamais rien vu de semblable, vous ne pouvez guère vous imaginer quelles fleurs délicates et merveilleuses d'innombrables années de culture peuvent créer. Alors l'un d'eux suggéra que leur jouet devait être exhibé dans le plus proche édifice. Ainsi, je fus conduit vers un vaste monument de pierre grise et effrité de l'autre côté du sphinx de marbre blanc, qui tout ce temps avait semblé m'observer en souriant de mon étonnement. Tandis que je les suivais, le souvenir de mes confiantes prévisions d'une postérité profondément grave et intellectuelle me revint à l'esprit et me divertit fort. L'édifice de dimension colossale avait une large entrée. J'étais naturellement tout occupé de la foule croissante des petits êtres et des grands portails ouverts qui béaient devant moi, obscurs et mystérieux. Mon impression générale du monde ambiant était celle d'un gaspillage inextricable d'arbustes et de fleurs admirables d'un jardin longtemps négligé et cependant sans mauvaises herbes. Je vis un grand nombre d'étranges fleurs blanches, en long épi avec des pétales de cire de près de 40 centimètres. Elles croissaient éparses comme sauvages parmi les arbustes variés, mais, comme je l'ai dit, je ne pus les examiner attentivement cette fois-là. La machine fut abandonnée sur la pelouse parmi les rhododendrons. L'arche de l'entrée était richement sculptée, mais je ne pus naturellement pas observer de très près les sculptures. Encore que j'ai cru apercevoir en passant divers motifs d'antiques décorations vénitiennes. Frappé de les voir si usés et mutilés, je rencontrai sur le seuil du porche plusieurs êtres plus brillamment vêtus que nous, et nous entrâmes ainsi, moi habillé des ternes habits du XIXe siècle, d'aspect assez grotesque, entouré de cette masse tourbillonnante de robes aux nuances brillantes et douces, et de membres délicats et blancs, dans un bruit confus de rires et d'exclamations joyeuses. Le grand portail menait dans une salle relativement vaste, tendue d'étoffes sombres. Le plafond était dans l'obscurité, et les fenêtres garnies en partie de vitraux de couleur laissaient pénétrer une lumière délicate. Le sol était
formé de grands blocs d'un métal très blanc et dur, ni plaques ni dalles, mais des blocs. Et il était si usé par les pas pensais-je d'innombrables générations que les passages les plus fréquentés étaient profondément creusés. Perpendiculaires à la longueur, il y avait une multitude de tables de pierre polie, hautes peut-être de 40 centimètres, sur lesquelles s'entassaient des fruits. J'en reconnus quelques-uns comme des espèces de framboises et d'oranges hypertrophiées, mais la plupart me paraissaient étranges. Entre les tables, les passages étaient jonchés de coussins sur lesquels s'assirent mes conducteurs en me faisant signe d'en faire autant. En une agréable absence de cérémonie, ils commencèrent à manger des fruits avec leurs mains, en jetant les pelures, les queues et tout le reste dans des ouvertures rondes pratiquées sur les côtés des tables. Je ne fus pas longtemps à suivre leur exemple, car j'avais faim et soif, et en mangeant, je pus à loisir examiner la salle. La chose qui peut-être me frappa le plus fut son délabrement. Les vitraux représentant les dessins géométriques étaient brisés en mains endroits. Les rideaux qui cachaient l'extrémité inférieure de la salle étaient couverts de poussière. Et je vis aussi que le coin de la table de marbre sur laquelle je mangeais était cassé. Néanmoins, l'effet général restait extrêmement riche et pittoresque. Il y avait environ 200 de ces êtres dînant dans la salle, et la plupart d'entre eux, qui étaient venus s'asseoir aussi près de moi qu'ils avaient pu m'observer avec intérêt, les yeux brillants de plaisir en mangeant leurs fruits. Tous étaient vêtus de la même étoffe soyeuse, douce et cependant solide. Les fruits d'ailleurs composaient exclusivement leur nourriture. Ces gens d'un si lointain avenir étaient de stricts végétariens. Et tant que je fus avec eux, malgré mes envies de viande, il me fallut aussi être frugivore. À vrai dire, je m'aperçus peu après que les chevaux, le bétail, les moutons, les chiens avaient rejoint l'ichthyosaure parmi les espèces disparues. Mais les fruits étaient délicieux, l'un d'eux en particulier, qui parut être de saison tant que je fus là, à la chair farineuse dans une cosse triangulaire, était remarquablement bon, et j'en fis mon mets favori. Je fus d'abord assez embarrassé par ces fruits et ces fleurs étranges, mais plus tard je commençai à apprécier leur valeur. En voilà assez sur ce dîner frugal. Aussitôt que je fus un peu restauré, je me décidai à tenter résolument d'apprendre tout ce que je pourrais du langage de mes nouveaux compagnons. C'était évidemment la première chose à faire. Les fruits mêmes du repas me semblèrent convenir parfaitement pour une entrée en matière, et j'en pris un que j'ai levé, en essayant une série de sons et de gestes interrogatifs. J'éprouvai une difficulté considérable à faire comprendre mon attention. Tout d'abord, mes efforts ne rencontrèrent que des regards d'ébahissement ou des rires inextinguibles. Mais tout à coup, une petite créature sembla saisir l'objet de ma mimique et répéta un nom. Ils durent babiller et s'expliquer fort longuement la chose entre eux, et mes premières tentatives d'imiter les sons exquis de leur doux langage parurent les amuser énormément, d'une façon dénuée de toute affectation, encore qu'elle ne fût guère civile. Cependant, je me faisais l'effet d'un maître d'école au milieu de jeunes enfants
de sorte que je résolus par nécessité de prendre mes leçons par petites doses quand cela leur conviendrait. Je m'aperçus vite que ce serait par très petites doses, car je n'ai jamais vu de gens plus indolents et plus facilement fatigués. Chapitre 6. Le crépuscule de l'humanité. Bientôt, je fis l'étrange découverte que mes petits hôtes ne s'intéressaient réellement à rien, comme des enfants. Ils s'approchaient de moi pleins d'empressement, avec des cris de surprise. Mais, comme des enfants aussi, ils essaient bien vite de m'examiner et s'éloignaient en quête de quelque autre bagatelle. Après le dîner et mes essais de conversation, je remarquai pour la première fois que tous ceux qui m'avaient entouré à mon arrivée étaient partis. Et de même, étrangement, j'arrivai vite à faire peu de cas de ces petits personnages. Ma faim et ma curiosité étant satisfaites, je retournai en franchissant le porche, dehors à la clarté du soleil. Sans cesse je rencontrai de nouveaux groupes de ces humains de l'avenir, et ils me suivaient à quelque distance, bavardaient et riaient à mon sujet. Puis, après m'avoir souri et fait quelques signaux amicaux, ils m'abandonnaient à mes réflexions. Quand je sortis du vaste édifice, le calme du soir descendait sur le monde, et la scène n'était plus éclairée que par les chaudes rougeurs du soleil couchant. Toute chose me paraissait bien confuse. Tout était si différent du monde que je connaissais, même les fleurs. Le grand édifice que je venais de quitter était situé sur une pente qui descendait à un large fleuve. Mais la Tamise s'était transportée à environ 1 000 de sa position actuelle. Je résolus de gravir à 1 000 et demi de là le sommet de la colline, d'où je pourrais jeter un coup d'œil plus étendu sur cette partie de notre planète en l'an de grâce 800 2701, car tel était, comme j'aurais dû le dire déjà, la date qu'indiquaient les petits cadrans de la machine. En avançant, j'étais attentive à toute impression qui eût pu, en quelque façon, m'expliquer la condition de splendeur ruinée dans laquelle je trouvais le monde. Car tout avait l'apparence de ruine. Par exemple, il y avait à peu de distance, en montant la colline, un amas de blocs de granit reliés par des masses d'aluminium, un vaste labyrinthe de murs à pic et d'entassements écroulés, parmi lesquels croissaient d'épais buissons, de très belles plantes en forme de pagode, des orties semblait-il, mais au feuillage merveilleusement teinté de brun et ne pouvant piquer. C'étaient évidemment les restes abandonnés de quelque vaste construction, élevée dans un but que je ne pouvais déterminer. C'était là que je devais avoir un peu plus tard. Une bien étrange expérience, premier indice d'une découverte encore plus étrange, mais je vous en entretiendrai en temps voulu. D'une terrasse où je me reposais un instant, je regardais dans toutes les directions à une soudaine pensée qui m'était venue, et je n'aperçus nulle part de petites habitations. Apparemment, la maison familiale et peut-être la famille n'existaient plus. Ici et là, dans la verdure, s'élevaient des sortes de palais, mais les maisons isolées et le cottage qui donne une physionomie si caractéristique au pays anglais avaient disparu. C'est le communisme, me dis-je, et sur les talons de celle-là vint une autre pensée. J'examinais la demi-douzaine de petits êtres qui me suivaient. Alors je m'aperçus brusquement que tous avaient la même forme de costume, le même visage imberbe au teint
semblaient n'être que des miniatures de leurs parents. J'en conclus que les enfants de ce temps étaient extrêmement précoces, physiquement du moins, et je pus par la suite vérifier abondamment cette opinion. L'aisance et la sécurité où vivaient ces gens me faisaient admettre que cette étroite ressemblance des sexes était après tout ce à quoi l'on devait s'attendre, car la force de l'homme et la faiblesse de la femme, l'institution de la famille et les différenciations des occupations sont les simples nécessités combatives d'un âge de force physique. Là où la population est abondante et équilibrée, de nombreuses naissances sont pour l'État un mal plutôt qu'un bien. Là où la violence est rare et où la propagation de l'espèce n'est pas compromise, il y a moins de nécessité. Réellement, il n'y a aucune nécessité d'une famille excessive, et la spécialisation des sexes par rapport aux besoins des enfants disparaît. Nous en observons déjà les indices, et dans cet âge futur, c'était un fait accompli. Ceci, je dois vous le rappeler, n'est qu'une simple conjecture que je faisais à ce moment-là. Plus tard, je devais apprécier jusqu'à quel point elle était éloignée de la réalité. Tandis que je m'attardais à ces choses, mon attention fut attirée par une jolie petite construction qui ressemblait à un puits sous une coupole. Je songeai un moment à la bizarrerie d'un puits au milieu de cette nature renouvelée, et je repris le fil de mes spéculations. Il n'y avait du côté du sommet de la colline aucun grand édifice, et comme mes facultés locomotrices tenaient évidemment du miracle, je me trouvai bientôt seul pour la première fois, avec une étrange sensation de liberté et d'aventure. Je me hâtai vers la crête. Je trouvai là un siège fait en métal jaune que je ne reconnus pas et corrodé par place d'une sorte de rouille rosâtre, à demi recouvert de mousse molle. Les bras modelés et polis représentaient des têtes de griffons. Je m'assis et contemplai le spectacle de notre vieux monde au soleil couchant de ce long jour. C'était un des plus beaux et agréables spectacles que j'ai jamais vus. Le soleil déjà avait franchi l'horizon, et l'ouest était d'or en flammes avec des barres horizontales de pourpre et d'écarlate. Au-dessous était la vallée de la Tamise, dans laquelle le fleuve s'étendait comme une bande d'acier poli. J'ai déjà parlé des grands palais qui pointillaient de blanc, les verdures variées, quelques-uns en ruine et quelques autres encore occupés. Ici et là s'élevaient quelques formes blanches ou argentées dans le jardin, désolé de la terre. Ici et là survenait la dure ligne verticale de quelques monuments à coupole ou de quelques obélisques. Nulle haie, nul signe de propriété, nulle apparence d'agriculture. La terre entière était devenue un jardin. Observant tous ces faits, je commençai à les coordonner, et voici, sous la forme qu'elle prit ce soir-là, quel fut le sens de mon interprétation. Par la suite, je m'aperçus que je n'avais trouvé qu'une demi-vérité, et n'avais même entrevu qu'une facette de la vérité. Je croyais être parvenu à l'époque du déclin du monde. Le crépuscule rougeâtre m'évoqua le crépuscule de l'humanité. Pour la première fois, je commençai à concevoir une conséquence bizarre de l'effort social où nous sommes actuellement engagés. Et cependant, remarquez-le, c'est une conséquence assez logique. La force est le produit de la nécessité. La sécurité entretient et encourage la faiblesse. L'œuvre d'amélioration des conditions de l'existence, le vrai progrès civilisant qui assure de plus en plus le confort et diminue l'inquiétude de la vie, était tranquillement arrivé à son point culminant. Les triomphes de l'humanité, unis sur la nature, s'étaient succédés sans cesse. Des choses qui ne
culture en sont encore à l'âge rudimentaire. La science de notre époque ne s'est attaquée qu'à un minuscule secteur du champ des maladies humaines, mais malgré cela, elle étend ses opérations d'une allure ferme et persistante. Notre agriculture et notre horticulture détruisent à peine une mauvaise herbe ici et là et cultivent peut-être une vingtaine de plantes saines, laissant les plus nombreuses compenser, comme elles peuvent, les mauvaises. Nous améliorons nos plantes et nos animaux favoris, et nous en avons si peu, par la sélection et l'élevage. Tantôt une pêche nouvelle et meilleure, tantôt une grappe sans pépins, tantôt une fleur plus belle et plus parfumée, tantôt une espèce de bétail mieux adaptée à nos besoins. Nous les améliorons graduellement parce que nos vues sont vagues et hésitantes, et notre connaissance des choses très limitée, parce qu'aussi la nature est timide et lente dans nos mains malhabiles. Un jour tout cela ira de mieux en mieux. Tel est le sens du courant. En dépit des reflux, le monde entier sera intelligent, instruit et recherchera la coopération. Toutes choses iront de plus en plus vite vers la soumission de la nature. À la fin, sagement et soigneusement, nous réajusterons l'équilibre de la vie animale et de la vie végétale pour qu'elle s'adapte à nos besoins humains. Ce réajustement, me disais-je, doit avoir été fait et bien fait, fait à vrai dire une fois pour toutes dans l'espace du temps, à travers lequel ma machine avait bondi. Dans l'air, ni moucheron ni moustique, sur le sol, ni mauvaise herbe, ni fongosité, des papillons brillants voltigeaient de ci, de là. L'idéal de la médecine préventive était atteint. Les maladies avaient été exterminées. Je ne vis aucun indice de maladie contagieuse quelconque pendant tout mon séjour. Et j'aurai à vous dire plus tard que les processus de putréfaction et de corruption eux-mêmes avaient été profondément affectés par ces changements. Des triomphes sociaux avaient été obtenus. Je voyais l'humanité hébergée en de splendides asiles somptueusement vêtus, et jusqu'ici je n'avais trouvé personne qui fût occupé à un labeur quelconque. Nul signe nulle part de lutte, de contestation sociale ou économique. La boutique, la réclame, le trafic, tout le commerce qui constitue la vie de notre monde n'existait plus. Il était naturel que par cette soirée resplendissante, je saisisse avec empressement l'idée d'un paradis social. La difficulté que créait l'accroissement trop rapide de la population avait été surmontée et la population avait cessé de s'accroître. Mais avec ce changement des conditions viennent inévitablement les adaptations à ce changement. Et à moins que la science biologique ne soit qu'un amas d'erreurs, quelles sont les causes de la vigueur et de l'intelligence humaine? Les difficultés et la liberté, conditions sous lesquelles les individus actifs, vigoureux et souples survivent et les plus faibles succombent, conditions qui favorisent et récompensent l'alliance loyale des gens capables, l'empire sur soi-même, la patience, la décision, l'institution de la famille et les émotions qui en résultent, la jalousie féroce, la tendresse envers la progéniture, le dévouement du père et de la mère. Tout cela trouve sa justification et son appui dans les dangers qui menacent les jeunes. Maintenant, où sont les dangers? Un sentiment nouveau s'élève contre la jalousie conjugale, contre la maternité farouche, contre les passions de toutes sortes, choses maintenant inutiles qui nous entravent, survivances sauvages et discordantes dans une vie agréable et raffinée. Je songeais à la délicatesse physique de ces gens, à leur manque d'intelligence, à ces ruines énormes et nombreuses, et cela confirma mon opinion d'une conquête parfaite de la nature, car après la lutte vient la quiétude. L'humanité avait été forte, énergique et intelligente, et avait employé toute
langueur et la décadence. Cette impulsion artistique elle-même doit à la fin s'affaiblir et disparaître. Elle avait presque disparu à l'époque où j'étais. S'orner de fleurs, chanter et danser au soleil, c'était tout ce qui restait de l'esprit artistique, rien de plus. Même cela devait à la fin faire place à une oisiveté satisfaite. Nous sommes incessamment aiguisés sur la meule de la souffrance et de la nécessité. Et voilà qu'enfin, me semblait-il, cette odieuse meule était brisée. Et je restais là, dans les ténèbres envahissantes, pensant avoir, par cette simple explication, résolu le problème du monde, pénétré le mystère de l'existence et ses délicieux êtres. Il se pouvait que les moyens qu'ils avaient imaginés pour restreindre